s'est beaucoup développé depuis sa création, et notamment il y a un renouveau et une croissance extraordinaire depuis 20-25 ans, et ça s'est absolument mondialisé. Ça s'est développé sur le plan technique, sur le plan des échanges entre les danseurs, et en fait on danse pratiquement partout dans le monde entier, et il y a donc des gens qui organisent des marathons de tango. Alors il n'y a rien à gagner sauf du plaisir, c'est-à-dire que ce sont des regroupements. Alors marathon, encuentro, festival, avec dans des festivals il y a des cours, dans des marathons et des encuentros, c'est-à-dire des rencontres, il y a des petites subtilités, des petites différences que je vous épargne. Mais donc je vous parle du marathon, c'est vraiment une rencontre où on vient pour danser pendant 2 jours et demi, 3 jours à haute dose. On dort le minimum pour danser le maximum, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pieds, plus de dos, qu'on marche au radar, qu'on dorme, qu'on s'endorme dans les bras de son partenaire. C'est vraiment comme ce qu'on voit dans le film On achète bien les chevaux, si vous l'avez vu, sauf qu'il n'y a pas du tout d'argent de prix à gagner, sauf cette sensation extraordinaire qu'on ressent quand on danse à haute dose le tango. Donc c'est ce qui m'est arrivé. En fait, je suis tombée dedans, tombée dans la marmite, sans m'en rendre compte au début, parce que je suis de naturel assez passionnée. Donc je fais les choses à fond, et c'est seulement au bout de quelques années que je me suis rendu compte que j'étais ce qu'on appelle dans le milieu une tango addict. En anglais, l'addiction. Et en fait, je suis, comme peut-être certains d'entre vous ici, j'étais, parce que je suis en voie de sevrage, une tango addict. Alors ça consiste à changer complètement le cours de sa vie. C'est-à-dire que si on commençait à 8h le matin, vu qu'on ne dort pas de la nuit ou qu'on se couche très tard, on change ses horaires de travail si on peut. Ou alors on organise des temps de sieste si on ne peut pas. Enfin, on essaye de s'accommoder en fonction de ses obligations. La garde-robe devient essentiellement pour danser le tango. Les chaussures soi-disant féminines n'ont plus aucune valeur dans la vie quotidienne parce qu'on se réserve pour mettre des chaussures de tango pour danser le tango, et que comme on veut avoir des pieds en bon état de fonctionnement pour danser, du coup on marche à pied plat dans la vraie vie. On organise son emploi du temps en fonction des événements du tango, des milongas. Alors, je vous parle de mon expérience, qui est une expérience partagée avec de très nombreux danseurs. Tout le monde ne vit pas les choses de cette façon-là. Alors, je vais parler de ce point de vue-là. C'est-à-dire que moi, j'ai pu écrire ce livre parce que j'ai eu cette expérience très intense pendant au moins 10 ou 12 ans, avant de me calmer un petit peu, avant d'écrire ce livre, en fait. Et donc, c'était une expérience intense où toute ma vie a tourné autour du tango et où j'ai pu dire, comme de nombreux danseurs, danser le tango, ça change la vie. Ça a changé ma vie définitivement pour toujours, dans ma perception de ma vie au quotidien, de mes relations avec les autres, de ma façon de me déplacer dans l'espace, de ma façon d'obtenir quelque chose dont j'ai envie. C'est-à-dire que ça m'a permis de développer, grâce à mon expérience du bal de tango argentin, une compétence que nous avons tous, mais qui devient consciente quand on fréquente à haute dose les milongas, les balles de tango. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que danser le tango, ça change la vie d'un bon nombre de danseurs? Eh bien, il y a beaucoup de facteurs que j'ai analysés dans mon livre. Il y a d'abord la structure du bal. La structure du bal de tango argentin qui est particulière et qui conjugue différents éléments qu'on retrouve dans d'autres danses à deux. Mais sauf que là, tous les éléments sont conjugués, sont additionnés ensemble, ce qui fait que cette danse a des caractéristiques particulières. Alors, qu'est-ce qui se passe de très fort? Alors, ce que je vais dire, c'est que j'ai conceptualisé le bal de tango argentin, c'est-à-dire que je considère, comme beaucoup de monde, que le bal est un condensé de ce qui se passe dans la vraie vie,
qu'il se passe pendant 3 heures de milonga, ce qu'il se passe, enfin en condensé d'une façon très intense, ce qu'il se passe dans nos relations, dans la vraie vie, avec l'autre, avec les autres, dans un groupe. Un groupe, c'est un groupe au sens large, hein. Ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être les amis, c'est toutes les situations de la vie courante. Et donc pour moi, la milonga, c'est un modèle de tout ce qu'il se passe sur le plan relationnel, des enjeux psychologiques relationnels qui se passent dans la vraie vie. Et donc, j'ai analysé ce qu'il se passe dans une milonga pour en ressortir la substantifique moelle et injecter ces éléments d'analyse dans différentes propositions que j'ai mises au point. Alors, quand j'ai commencé le tango, je me suis rapidement rendu compte que ça avait un pouvoir très important sur moi et sur les gens qui m'entouraient et qui m'en faisaient part. Et donc, comme disons, je suis arrivée à point dans le tango par rapport à mon parcours de danseuse, de musicienne et de psychologue psychanalyste, et je me suis rapidement rendu compte que tout ce qu'il se passait dans un bal de tango argentin pouvait être exploitable à des fins soit de développement personnel dans la pédagogie ou dans des ateliers de danse pour tout public, soit de psychothérapie dans un cadre psychothérapique, particulièrement de groupe. Et donc, j'ai commencé intuitivement à mettre en place différentes propositions. Et donc, j'ai commencé en même temps à proposer ces 3 types d'interventions. Donc, d'une part, des cours de tango avec une pédagogie particulière. D'autre part, des ateliers de danse, d'improvisation qui incluent le tango argentin et la danse contact improvisation, qui m'a beaucoup inspirée aussi et que je pratique beaucoup, qui est très proche du tango, mais sans la forme du tango. Et donc j'ai la pédagogie, les ateliers de danse, et puis dans le centre médico-psychologique dans lequel je travaille, j'ai ouvert un groupe de tangothérapie psychanalytique pour des patients tout venant, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Ce ne sont pas des gens qui vont très très mal, qui ont des problèmes de contact de perte de contact avec la réalité. Ce sont des gens qui ont des problèmes de dépression, de traumatisme qu'ils n'arrivent pas à dépasser et pour lesquels les choses n'avancent pas dans leur vie. Je dis n'avancent pas, ne bougent pas, je le dis sciemment, parce que tout ce qui se joue dans le tango, c'est qu'on se met en mouvement relationnel avec les autres, dans un environnement, dans un temps donné, qui est défini. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier au tango qu'on ne trouve pas dans d'autres danses? Alors, je dirais que dans les autres danses que je connais, parce que bien sûr je ne connais pas toutes les danses du monde, il y en a énormément, autant que de cultures sur cette terre. On pourrait même dire que chaque village aurait sa danse ou son patois ou sa musique, donc évidemment... Mais bon, à notre époque de communication, j'en connais un petit peu, notamment les danses que tout le monde connaît, c'est par exemple le rock et la salsa. Donc en rock, on se choisit pour 3 minutes de danse, et puis on donne la main à son partenaire, on va prendre sa place dans l'espace défini pour le bal, et on a chacun sa bulle, enfin chacun, le couple a sa bulle, et on essaye de ne pas cogner les autres autour. Et puis, on tient l'épaule du partenaire, on s'écarte et on se rapproche. On s'écarte et on se rapproche. Parfois, il y a des solos et on se rapproche. Mais, voilà, donc, je vous ai déjà dit 2 choses très importantes qui n'existent pas en tango. C'est-à-dire qu'en tango, on est toujours dans l'abrasso. Bien sûr qu'il y a des variations. Pour faire certaines figures, on se décolle plus ou moins. Selon la personne avec laquelle on danse, on n'a pas forcément envie d'être tout près ou trop loin. Enfin, chacun s'accommode de la distance qui est la bonne pour lui ou pour elle. Mais le principe, c'est de se prendre dans les bras.
c'est d'avoir un contact qui bouge très très peu, face à face, dans les bras de l'autre. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas danseurs, ça s'appelle l'abrazo. Abrazo, en espagnol, il y a le mot bras dedans, c'est embrasser. C'est comme en vieux français, on prend dans les bras. Donc, et alors l'autre dimension qui est très spécifique au tango, par rapport à ce que je vous disais de l'occupation de l'espace, c'est que en tango, ça n'est pas une danse de couple dans un groupe, comme ce qu'il se passe en rock ou en salsa, où il y a des couples dans un groupe qui s'arrangent pour trouver leur propre espace, mais c'est une danse de couple, de groupe, parce que nous ne pouvons pas danser tout seul avec notre partenaire en faisant juste un peu attention à ne pas bousculer, parce que nous circulons tous ensemble dans le sens du bal, qui est le sens anti-horaire, et donc nous devons faire attention à la fois à notre partenaire et à la fois aux gens qui nous entourent, mais d'une façon très précise. C'est pas comme dans les autres danses de couple en groupe, où on fait un peu attention, et voilà. Mais là, on doit faire très attention, et d'ailleurs, les danseurs réguliers savent bien qu'il y a très souvent des problèmes de circulation dans les milongas, et que souvent, lorsqu'on est suiveuse dans les bras de notre guideur, on entend souvent les hommes, si ce sont des hommes, traditionnellement les hommes guident et les femmes suivent, et on entend souvent, de temps en temps, des hommes, des guideurs pester, oh là là, ça n'avance pas, ça circule mal, qu'est-ce qu'il fait là celui-là, enfin bon, et ça me rappelle que j'ai vu sur Facebook une petite vidéo très amusante qui avait été enregistrée ici. Dimitri m'a dit que c'était il y a une dizaine d'années, et où on voit des gens en gilet orange qui font la circulation. Je crois que c'est comme dans un avion, et je l'ai même partagé sur ma page Facebook parce que j'avais trouvé ça très très pertinent. Et voilà, donc ça suscite des enjeux de conduite. Enfin, quand je dis l'homme au volant, c'est la femme au volant, bien sûr. J'emploie des termes génériques, je dis l'homme au volant, je dis le guideur, mais ça peut être la guideuse, mais je dis le guideur. Et la suiveuse, ça peut être le suiveur, mais je dis la suiveuse. Comme ça, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire chacun peut danser n'importe quel rôle, chacun peut guider ou suivre. Ça n'est pas une question de sexe ou de genre, c'est une question de qu'est-ce qu'on a envie de danser à tel ou tel moment. Et on a tous les compétences de pouvoir guider ou suivre. Donc ça, parce que je dis pour les non-danseurs que traditionnellement, comme dans beaucoup de danses, les hommes guident et les femmes suivent. Alors ça paraît très réducteur. En fait, c'est quelque chose de très complexe, de guider et de suivre. Je fais juste une aparté par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui guide et la femme qui suit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un co-guidage et d'un co-suivi, d'un circuit de communication dans le couple où l'un propose un mouvement en déplacement et l'autre, la suiveuse, capte ce mouvement, ces informations, et sans aucune intellectualisation, par la voie sensorielle corporelle, va recevoir les informations et les traduire en fonction de qui elle est avec son propre corps et sa personne, les traduire corporellement et en renvoyer quelque chose à son guideur, et à ce moment-là, elle devient la guideuse, dans ce qu'elle a traduit de la première information du guideur. Donc la suiveuse devient la guideuse, et à ce moment-là, le guideur devient le suiveur, c'est-à-dire il est en mode de réception de ce que la suiveuse lui a renvoyé, et c'est donc un circuit de communication qui s'établit comme ça. Alors, donc en fait, le guideur ne guide pas toute la danse. De mon point de vue, si on conceptualise les choses et qu'on les réduit d'une façon minimale, eh bien le guideur est juste garant du déplacement
puisque la suiveuse a les yeux fermés, enfin elle recule, donc elle ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. Le guideur a le champ visuel ouvert, il peut gérer les obstacles, et donc en fonction de sa musicalité, de la musique qu'il entend, de son état du moment, de ce que produit pour lui le contact corporel avec sa partenaire, il va proposer le premier pas en fonction de l'environnement aussi, parce que s'il n'y a pas de place devant, pour faire un pas devant, il va faire un pas sur le côté, par exemple. Donc tout ça, c'est plein de facteurs qu'il ne maîtrise pas, parce que le guideur peut tout à fait se dire, tiens, je vais essayer de faire un pas à gauche, un pas à droite en marchant droit devant. Et en fait, il y a des gens devant, ça n'avance pas, il n'a pas la place. Donc en une fraction de seconde, il va falloir qu'il change son idée. Et c'est pour ça qu'en fait, en tango, on ne peut pas avoir beaucoup d'idées, parce qu'on est toujours obligé de s'adapter à tout ce qui se passe, à son partenaire, à sa partenaire, et à l'environnement, et à faire avec. Donc c'est vraiment l'art de l'adaptation aussi. Alors, pourquoi c'est une danse qui est tellement puissante? Eh bien parce que déjà quand on va danser le tango, on y va par plaisir. Personne ne nous force. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller au bal, eh bien, c'est mon désir, c'est comme ça, et en principe, personne ne me force. Donc quand j'ai envie de quelque chose, c'est chargé d'une attente émotionnelle, de souvenirs que je peux avoir, de l'espoir de retrouver tel ou tel danseur, tel ami, de rencontrer des nouvelles personnes. Chacun a son propre imaginaire, en se disant « je vais aller à la milonga ». Alors je précise que dans ma conceptualisation, comme pour moi le bal de tango c'est un modèle conceptuel pour penser la société et les relations entre les gens, quand je dis je vais à la milonga, il faut entendre je décide de faire quelque chose avec d'autres personnes. Donc dans un cadre familial, amical, etc. Donc c'est la question de l'altérité. Qu'est-ce que je vais faire avec les autres qui va me faire plaisir? Donc cette dimension-là, elle est très importante parce que j'ai des attentes. Quand j'ai envie de quelque chose, j'ai des attentes et j'ai une idée préconçue par rapport à toutes mes expériences antérieures. J'ai une mémoire qui est consciente et inconsciente. J'ai une mémoire corporelle, j'ai une mémoire de sensation. Voilà. Nous sommes constitués de ça depuis que nous sommes nés. Et quand je décide de faire quelque chose, il y a la part consciente de moi qui se dit « Ah oui, j'ai envie de faire ça, je vais retrouver un tel, je vais faire ça, etc. J'espère qu'il y aura tel DJ, j'espère qu'il y aura... » Bref, chacun imagine. Et puis, on arrive dans le groupe. Le groupe, c'est la milonga, mais c'est tout ce que vous voulez qui ressemble à un groupe. Et là, il y a ce que j'appelle la confrontation à l'épreuve de réalité. C'est-à-dire, je suis dans l'imaginaire avant de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller faire ceci, cela. J'imagine des choses. Mais quand j'arrive à la milonga, ou là où vous voulez arriver, eh bien, les autres sont là pour de vrai. Ils ne sont plus dans mon imagination. Et il va falloir que je me confronte avec mon imaginaire à toutes ces autres personnes qui sont venues là, elles aussi, avec leur imaginaire et leurs attentes. Et donc c'est là que l'enjeu psychorelationnel est extrêmement fort, parce que nous avons tous des attentes et des projections. La projection en psychologie, c'est un mot qui est un peu passé dans le langage grand public. En fait, c'est quand nous attribuons à l'autre nos propres perceptions et nos propres pensées. C'est un mécanisme naturel de la psyché humaine, la projection. C'est un peu comme une maman qui va dire à son enfant « Enlève ton pull, j'ai trop chaud ». Voilà, elle suppose, alors avec un bébé, c'est comme ça qu'on agit en tant qu'adulte. On suppose que le bébé, sans langage, s'il fait telle ou telle mimique, ça veut dire telle ou telle chose. Et on s'adapte à un non-langage. Mais alors, je dirais qu'à la milonga,
c'est un peu comme avec des bébés, sauf que nous sommes des adultes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas quand on danse, on peut parler quand on arrive, quand on est poli, on se dit bonjour, surtout dans les petites communautés. À partir du moment où on a un certain nombre de personnes, les gens ne se disent plus vraiment bonjour, il y a trop de monde. Et c'est là que se passent les phénomènes de groupe, avec des sous-groupes. Peut-être qu'à Genève, vous êtes une trop petite communauté pour qu'il se passe des choses comme ça, mais à Paris, il y a beaucoup de sous-groupes, par exemple, avec beaucoup de milongas. Et alors, donc, en fait, cette question de la confrontation à l'autre, elle se pose dès qu'on arrive à la milonga. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse, parce que je pensais à ça en vous voyant arriver tout à l'heure. C'est-à-dire que vous vous êtes placé en arc de cercle comme ça, et que tout l'espace central est resté vide. Et je me suis dit, tiens, c'est une drôle de façon d'occuper l'espace par rapport à moi, c'est-à-dire nous dansons un tango, c'est-à-dire je guide quelque chose en vous proposant ce que j'ai à vous dire, et vous réagissez à votre façon, et en arrivant dans cette pièce, en me voyant là, eh bien, vous avez laissé cet espace central, à tel point que certaines personnes sont arrivées et pensaient « Ah bon, c'est quelqu'un a dit, ah bah c'est libre », la personne a dit « Ah bon, comme si c'était peut-être réservé ». Bon, chacun imagine qu'il doit se mettre à telle ou telle place dans l'espace. Donc ça, c'est quelque chose de très très important dans ma conceptualisation aussi. C'est la place que l'on prend par rapport à l'autre, dans un groupe et dans l'espace, ce que j'appelle l'environnement. Quand on arrive quelque part, selon notre personnalité, selon notre humeur du moment, selon la façon dont nous ressentons les autres, nous allons nous placer à telle ou telle place dans l'espace. Et ça, c'est jamais pareil. Alors on peut avoir des tendances selon notre personnalité, mais on peut remarquer quand même que ça varie, que c'est sans arrêt en adaptation par rapport aux personnes que l'on rencontre sur notre chemin. Alors, donc il y a cette dimension du désir. Le désir, c'est pas quelque chose de sexuel, c'est un terme générique pour dire tout ce dont on a envie d'une façon consciente et pas forcément consciente d'ailleurs, qui peut nous faire des choses comme par exemple le lapsus. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà vécu le fait de dire bonjour à quelqu'un qui vous répond au revoir. Des choses toutes bêtes comme ça. Voilà. Alors il y a aussi ce que j'appelle les lapsus corporels, c'est-à-dire on voudrait faire quelque chose en interaction avec l'autre corporellement, et puis en fait on ne fait pas ce qu'on pensait qu'on allait faire. Ça peut arriver quand on danse avec l'autre, ça. Voilà. Alors donc, la question du désir et de la confrontation aux autres quand on arrive dans un groupe. Donc, après se passe la question, parce qu'on vient là quand même pour danser, mais avant de pouvoir danser, il faut savoir prendre sa place dans un groupe et inviter des partenaires. Et ça, c'est aussi compliqué que d'apprendre. Je ne voudrais pas décourager les gens qui ne dansent pas encore le tango, mais c'est aussi compliqué que d'apprendre à danser. D'apprendre à se positionner dans un groupe pour arriver à danser comme on veut, avec qui on voudrait. C'est vraiment tout un art et ça se travaille tout autant que la danse. Donc, on se confronte en groupe et ensuite, une fois qu'on a réussi à inviter, alors je précise pour les personnes qui ne dansent pas le tango, que l'idée que vous pourriez avoir du fait que ce sont les hommes qui invitent est totalement fausse, car ce sont les hommes et les femmes, enfin les deux partenaires, qui invitent à part égale. Alors, j'ai oublié de préciser aussi que je me situe du point de vue, dans ce livre et dans toutes mes recherches, du point de vue du vécu du danseur, de l'intérieur, selon l'école de la milonga traditionnelle. C'est-à-dire, dans les petites communautés, quand les gens se connaissent bien, qui sont entre amis, ils vont se chercher, ils disent « tu viens danser ?» « Ah bah oui, ah bah non, pas maintenant. » Bon, je ne parle pas de ça. Je parle du tango pur et dur, tel qu'on le pratique dans
les grandes milongas à Buenos Aires, dans les milongas traditionnels et dans les marathons, où on vient pour danser, pour respecter les codes du bal. Donc c'est vraiment ça qui donne au tango un tel pouvoir. Alors, donc il faut inviter l'autre. Donc c'est ça, la première épreuve de réalité, c'est qu'on arrive et qu'on voit qui est là et que ce n'est pas forcément les gens qu'on avait imaginés qui sont là. Et puis, alors la deuxième épreuve de réalité, je vais très très vite, c'est, ben voilà, j'ai envie de danser et comment je vais faire. Donc là, il y a plein de cas de figure. Dans le meilleur des cas, je regarde le partenaire avec lequel je voudrais danser et ce partenaire me regarde. Ça, c'est top. Parce que vous imaginez bien que dans une masse, arriver à capter le regard de la personne avec laquelle vous voulez danser, c'est déjà, il faut avoir des bons yeux. Alors on voit très souvent dans les milongas traditionnels, à Buenos Aires, c'est marrant, à El Beso ou Cachirulo, quand il y a des tables, alors on est souvent, alors il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et par exemple, les tables font à peu près cette taille-là, et nous sommes 4 femmes autour d'une table comme ça, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Il y a 4 chaises comme ça. Et c'est pareil à côté, on est complètement scellés, et en face, il y a les hommes. Et donc, ben voilà, quelqu'un me regarde, et je me dis, oh là là. D'abord, moi je ne vois rien, est-ce qu'il louche Et alors, donc, je regarde, tout le monde se pose la même question, parce que c'est vrai qu'avoir une acuité visuelle, même avec lunettes, pour voir qui me regarde exactement quand j'ai 2 têtes ici, c'est pas évident. Donc, il y a une règle traditionnelle qui veut que, donc on se regarde, et puis on se fait la mirada, mira c'est regarder, la mirada c'est se regarder, on se regarde, donc déjà, comme je vous disais, c'est pas gagné, pas du tout gagné, mais on a une chance de pouvoir aller plus loin. Et donc à ce moment-là, l'un des deux, traditionnellement l'homme, mais beaucoup de femmes le font aussi, si on est sûr que l'autre nous regarde, on fait un signe de tête. La cabeza, c'est la tête, le cabeceo. Donc, qui veut dire, est-ce que tu veux danser avec moi? Et ça ne suffit pas non plus. Ça ne suffit pas, parce que s'il n'y a pas l'acquiescement, le consentement, l'autre, alors traditionnellement, l'homme se lève, donc si quelqu'un m'a fait ça, et moi je suis là, l'homme ne va pas se lever pour venir me chercher. Il faut qu'il ait vu ça, oui, je suis d'accord, par rapport à toutes les autres autour qui n'ont pas fait ça, et à ce moment-là, nous sommes sûrs, presque, même pas complètement, que c'est bien moi, il avait bien répondu à notre invitation mutuelle, qu'on est bien d'accord. À ce moment-là, il se lève de l'autre côté de la salle, il traverse la piste à ce moment-là, puisque la piste est vide entre les tanda et les cortinas. La tanda, c'est une série de 3 ou 4 danses pendant laquelle on reste avec le même partenaire. Et la cortina, c'est un autre style de musique complètement différent qui signifie aux danseurs, c'est fini, vous changez de partenaire. Vous faites ce que vous voulez, mais vous arrêtez de danser avec ce partenaire-là. Donc à ce moment-là, la piste se vide, et c'est pour ça que je dis à ce moment-là, le partenaire de mes rêves du moment, que j'ai pu accrocher, va se lever et venir là. Et à ce moment-là, il est debout, je reste assise, parce que je n'ai pas vu si mes voisines ne lui auraient pas fait le signe de tête. Donc j'attends, et avec ou sans lunettes, je regarde quand il est à 1 mètre de la table que c'est bien moi qui le regarde et qu'il a l'air de venir avec intention vers moi. Et à ce moment-là, je me lève et nous nous retrouvons sur la piste. Donc voilà comment ça se passe dans une milonga traditionnelle, mais c'est vraiment le modèle pour penser les enjeux psychologiques qui se jouent là-dedans. Parce que comme je vous disais, dans le meilleur des cas, on arrive à capter le regard. Mais par exemple, moi je capte le regard là-bas, mais j'ai beau regarder, la personne que j'ai captée ne me fait pas de signe. Et si je lui fais un signe, elle ne répond pas. Alors donc déjà là, je ne peux pas continuer.
Mais je peux aussi la regarder, et je vois très bien que cette personne m'a regardé, mais elle a détourné le regard. Et à ce moment-là, c'est là que se joue, qu'est-ce qu'elle fait quand elle détourne le regard? Ben, elle me dit non sans me dire non. Et c'est ça qui est un enjeu psychologique très important dans le tango, qui n'est pas encore du tango, mais qui fait partie de l'environnement du tango. C'est-à-dire que je reçois le non-oui de l'autre par le fait que l'autre ne me regarde pas. Ou alors je peux essayer de capter le regard d'une personne, je ne sais pas si cette personne m'aura vu ou ne m'aura pas vu, et de toute façon je n'arriverai jamais à capter son regard. L'inverse est parfaitement vrai. C'est-à-dire on peut toujours essayer de capter mon regard, si je ne veux pas danser avec la personne, je ne la regarderai pas. C'est le jeu, c'est comme ça. Et ça peut être très très dur à recevoir. Parce qu'on peut se sentir, surtout au début, quand on n'apprend pas, on n'a pas encore appris à gérer toutes ces frustrations, ça peut être très très dur, parce qu'on peut se sentir rejeté, on ressent la rivalité avec les autres partenaires, on peut se dire, ah bah oui, je suis pas assez comme ci, pas assez comme ça, je danse pas assez bien, je suis pas assez belle, je suis pas assez ceci, cela. Pareil pour les hommes, bien sûr. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Chacun, selon sa personnalité, va utiliser des stratégies qui sont les siennes pour arriver à danser ou pas, parce qu'il y a aussi des gens qui vont à la milonga et qui n'arrivent pas à assumer ce moment de confrontation à l'autre, d'exposer notre désir sous le regard des autres, parce que ça veut dire que si je regarde telle personne, tout le monde va voir après que nous sommes choisis, donc c'est quand même s'exposer, et ensuite on va danser devant les autres. Donc c'est pas comme au rock ou à la salsa où chacun est dans sa bulle. À la milonga, on tourne. Et dans une milonga traditionnelle, il y a des chaises autour et les gens nous voient tourner. Donc il y a quand même cette dimension du regard de l'autre qui est très importante. Donc on sait qu'on va s'exposer. Mais le plaisir de la danse peut être tellement fort que certaines personnes vont passer outre leurs inhibitions, leur timidité, et se faire violence pour arriver à inviter pour pouvoir danser. Et ça, c'est un énorme morceau dont on parle très peu, qui est l'un des enjeux très importants dans la danse. Et donc après, il y a la rencontre proprement dite dans la danse, qui est un autre enjeu de taille, c'est-à-dire que j'avais imaginé qu'avec tel danseur, j'allais avoir une belle danse, ou j'avais rien imaginé du tout, parce que voilà, je me suis dit, ben voilà, je prends ce qui vient, on verra bien. Et là, dans le meilleur des cas, ça se passe très bien, et je suis contente, parce que je ne sais jamais ce que l'autre a ressenti, parce que dans le tango, on ne parle pas, c'est qu'une conversation non verbale, c'est là aussi l'un de mes sujets. Donc il se passe cette communication corporelle dans le guidage et le suivi avec le tiers musical et un autre tiers du groupe et des autres à gérer. Et donc dans cette relation dansée, il va se passer plein de choses. Dans le contact, dans le corps à corps, on va plus ou moins s'adapter à l'autre en fonction de qui on est et de qui est l'autre dans cette rencontre-là, à cet instant-là. Et ça sera jamais pareil à un autre moment. Et ça n'est pas reproductible parce qu'en tango, on improvise. Tout ce qu'on sait en tango, c'est qu'on va tenir l'autre dans ses bras dans un contact rapproché, qu'on va danser environ 10 minutes avec l'autre et qu'on va tourner dans le sens du bal sans doubler les autres, en gardant sa ligne. C'est tout ce qu'on sait. C'est déjà pas mal. Mais quand même, ça dure 10-12 minutes. Ces 10-12 minutes, quand ça se passe bien, on ne voit pas le temps passer. Quand c'est pas terrible, ça peut être très difficile à gérer. Donc la notion du temps, c'est quelque chose de très relatif. Et ça, on l'apprend aussi. C'est pour ça que, du coup, ça développe aussi le fait de bien choisir son partenaire au départ, parce que, pour certains, bien sûr, parce qu'il y en a qui s'en fichent, parce que si on ne choisit pas bien son partenaire, on peut passer 10 à 12 minutes très difficiles à gérer. Alors, donc, je vois que l'heure tourne. Alors, ce que j'ai rajouté, moi,
dans mes propositions pour en faire ce que j'appelle la psychotangothérapie, parce qu'il y a tout le monde, c'est pas un mot très connu, mais les gens parlent de tangothérapie, et moi j'ai rajouté psychotangothérapie, parce que la tangothérapie, en général, il y a très peu de gens qui le pratiquent, ça se développe un petit peu, ça s'adresse surtout à des personnes qui ont des troubles physiques, des maladies, ou des problèmes neurologiques, de dégénérescence. Et donc, l'idée, c'est de faire pratiquer le tango à ces personnes qui ne pourraient pas aller à la milonga autrement, parce que de toute façon, ça fait du bien, et c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde, et ça fait travailler plein de choses sur le plan social, sur le plan physique, sur le plan psychologique. Donc de toute façon, c'est bon pour la santé de tout le monde. Et alors encore plus pour des personnes qui ne vont pas très bien sur le plan somatique ou psychologique lié aux problèmes somatiques. Alors moi, c'est pas du tout dans ce domaine que je travaille, comme vous avez compris, sur le plan psycho-relationnel, de tous les enjeux qui se jouent dans le bal et dont on ne parle pas, ce que je vous ai un petit peu brossé comme tableau. Et donc ce que j'ai rajouté dans mes propositions, qu'elles soient pédagogiques ou chorégraphiques ou de psychothérapie, c'est de rajouter le langage sur tous ces éprouvés-là, sur toutes ces sensations. Donc par exemple en pédagogie, je vais parler plus de pédagogie parce qu'il y a quand même plutôt des danseurs ici qui ont pris des cours ou qui en prennent. Eh bien, par exemple, moi j'ai pris l'option d'enseigner les deux rôles dès le départ, dès le premier cours, pour se mettre à la place de l'autre, pour envisager ce qu'on demande à l'autre. Et pas se dire « Ah bah oui, ça c'est facile, ah mais ça, pourquoi il ne fait pas ça ?» etc. Et que quand on essaye soi-même de faire ce qu'on demande à l'autre de faire, ça change complètement les points de vue et les relations avec l'autre. Et ça rend extrêmement tolérant. Voilà, donc ça c'est la première option, et donc surtout ce qui est très important, c'est que j'ai rajouté le langage là où il n'y a pas de langage dans le tango. Donc en pédagogie, entre chaque proposition d'exercice, je propose aux élèves de se dire ce qu'ils ont ressenti dans l'apprentissage. Mais pas de dire « toi tu as fait ci comme ça, tu as fait ça, tu devrais faire ça », pas du tout. De dire « moi j'ai ressenti que… » J'avais du mal, j'ai voulu te guider un pas comme ça, et j'ai eu l'impression que tu réagissais comme ça. Et l'autre dit, ah bah non, moi j'ai ressenti ça, mais ah bah oui, en effet, voilà. Et donc ça permet d'ajuster et d'éviter ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la projection, de penser que l'autre ferait telle chose pour telle ou telle chose, que nous lui prêtons comme intention, alors qu'en fait, lui, il a son point de vue, il a son corps, il a sa tête, qui fait avec qui il est, dans l'interaction entre les deux partenaires. Et donc en psychothérapie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, pour vous brosser juste un petit peu comment se passe une psychothérapie de groupe, tangothérapie psychanalytique de groupe, donc c'est un groupe classique de psychothérapie où les patients parlent entre eux. Moi, j'interviens très peu en tant que psychanalyste au départ, et en fonction de ce qui s'est dit dans le groupe, dans un processus au long cours, c'est un groupe qui dure sur plusieurs années. Je vais faire des propositions de mise en mouvement relationnel, mais il ne s'agit pas du tout de danser le tango, il s'agit de danser, de bouger les enjeux psycho-relationnels dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec les autres? Qu'est-ce que je fais avec l'autre? Comment je manifeste mon désir à l'autre et aux autres? Ou comment je ne le manifeste pas, ce qui revient au même. Quand je ne dis rien, c'est une façon de manifester qui je suis, et que je ne veux ou que je ne peux rien dire. Et puis, comment je vais manifester mon désir à l'autre, comment je vais rentrer en contact avec l'autre, comment je vais négocier ce moment que nous allons passer ensemble, dans l'espace partagé, comment je vais me positionner dans l'espace par rapport aux autres et par rapport aux intentions des autres. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais garder de cette expérience? D'abord, comment je vais me séparer des autres? Qu'est-ce que je vais garder de cette expérience? Et comment je vais continuer mon chemin? Donc les concepts que j'ai retirés, je vais très vite, de la milonga, c'est le mouvement relationnel, c'est-à-dire que c'est un mouvement en interaction avec les autres, en groupe et à deux, dans la danse, dans l'environnement. Je vous rappelle qu'il faut l'entendre d'une façon métaphorique dans la vie en général.
Et puis le chemin, qui est le chemin que nous dansons, le sens du bal, qui est ce chemin que nous faisons tous ensemble dans le temps du bal, qui est une métaphore du chemin que nous faisons dans la vie, pour lequel nous ne pouvons rien, nous naissons à un moment, nous avons une durée de vie et la Terre continue à tourner. Et c'est un peu ce qui se dit métaphoriquement dans cette très belle et poétique chanson que vous connaissez certainement tous. La vida es una milonga, il vaut mieux savoir la danser. La vie est une milonga, il vaut mieux savoir la danser. Parce que c'est bien triste de rester sur le bord du chemin où celui qui n'est pas en rythme, il y a la traduction. Voilà, mais la vie est une milonga, mieux vaut savoir la danser. Ça résume tout. C'est-à-dire, le bal de tango, la milonga, contient en condensé tout ce qui se passe dans la vraie vie et que quand on le pratique, rien qu'en tant que danseur à haute dose, eh bien, ça nous fait changer parce que notre désir de danser est le plus fort et que nous sommes obligés de nous adapter à ce qu'il se passe avec les autres.